c'est la première exposition personnelle. Et c'est vraiment un grand défi parce que chaque artiste qui expose pour la première fois, elle prend un risque. Il s'expose avec son intériorité transposée sur les toiles. Il a eu la chance de rencontrer à Montréal deux artistes d'exception, deux époux, Aura Kyriak et Vladimir Midviki, qui ont un atelier, Valwarda, atelier d'arts anciennes qui est situé au centre Emmaüs, près de l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. C'est ici qu'il a étudié la iconographie byzantine, les icônes sur verre. C'est ici qu'il a évolué en linogravure, en colographie. C'est ici qu'il a participé dans les années 2012, 2013, 2014 avec des icônes sur verre et des icônes sur bois, des expositions. Et il est membre de l'Association des iconographes et des iconophiles du Québec. Et il a participé avec des icônes sur verre en 2015, vous savez, au Musée des maîtres et artisans de Québec. Et cette année aussi, le mois d'août, vous vous rappelez de ça. Je connais Vassil depuis bien longtemps, presque 20 ans, et là je vois son évolution dans son art. Avant, il était très attaché à sa Roumanie natale, à sa campagne, à sa lumière, à une enfance heureuse qui paraît dans ses tableaux. Et je crois que sa nouvelle série de techniques, tant pour l'iconographie ou bien pour le symbolisme, je crois que c'est un degré de maturité nouveau. C'est une nouvelle orientation. C'est de toute évidence une émergence. Il a appelé son exposition Immersion, mais je crois que c'est le développement d'une personnalité qu'on voit. C'est vrai que ça vient du fond, ça vient de l'eau, mais ça revient à la surface. Et je crois que c'est une étape importante. Ça se passe à un très bel endroit à Montréal. Je crois que ça sera remarqué et remarquable comme exposition. Merci beaucoup. Alors bravo pour cette belle exposition. Alors un petit commentaire qui est en fait très général sur l'art, sur la peinture. Moi je voudrais aussi vous convier par mes mots à la promenade dans les images d'art et vous dire que bon, ce sont des paysages que nous voyons ici, paysages réels ou paysages plus ou moins inventés, plus ou moins remémorés, plus ou moins fantasmés, comme est toujours l'art, jamais une reproduction directe. Alors, ce passage de la nature jusque dans l'âme, c'est un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur avant de se retourner de nouveau vers l'extérieur quand on regarde les images. Dans cette expérience, évidemment, il y a beaucoup d'énigmes. Quand on regarde de l'art, on ne sait jamais exactement ni ce que c'est, ni d'où ça vient, ni où cela retourne, ni où cela chemine quand on fait cette promenade dans les images. Et je voulais vous demander si vous connaissez l'écrivain Stefan Zweig, écrivain allemand d'origine juive qui a dû quitter son pays en 1939, finalement avant la guerre, et qui a donné une très très belle conférence en Amérique, pas ici à Montréal, mais à New York, où il posait la question du mystère de la création artistique. Et je l'ai relu récemment et il me semblait qu'il y avait des choses intéressantes à rappeler à l'occasion de cette exposition ici, de ce travail d'art, où il se demandait ce qu'est la création artistique. Et il s'étonnait de cette faculté qu'ont les artistes de communiquer ainsi, faire communiquer le monde extérieur et le monde intérieur. Et il disait que ce passage étroit du dehors vers le dedans, c'est ça le mystère de la création tout court, de la création artistique, faire surgir des traces de monde sur des images avec un peu de peinture, un peu de couleur, avec de l'encre, puisque c'est ce que nous voyons ici. Et cette conférence-là soulignait un peu quelque chose de miraculeux qu'il y a dans les images pour évoquer l'espace, pour évoquer le lointain, pour évoquer ce qui est perdu, ce qui est le jadis, ce qui est l'autrefois, ce qui est la vie du monde et la vie personnelle, et qu'il fallait beaucoup de sensibilité
pour pouvoir capter ces mouvements de l'intérieur vers l'extérieur, de même qu'il faut aussi beaucoup d'attention pour regarder les images d'art et retrouver ce mouvement qui est si précis et qui est si intime, si intérieur, tout en étant objectivé, comme ça dans la couleur. Alors, c'est un labyrinthe, une promenade. Et les psychologues parlent de cela en termes de transfert, les gens de théâtre parlent de ça en termes de décor, les écrivains parlent de ça en termes de récit, de fiction. Tout cela, c'est un peu la même chose, hein. C'est un passage du dedans vers le dehors et du dehors vers le dedans. C'est une présence du monde qui se reflète, en fait, à l'intérieur d'une âme. Alors c'est cela, ce mystère, un mystère créateur qui est évidemment très sensoriel, qui est traité par les sens, qui est traité par les yeux, sûrement par les mains aussi. Les artistes vous le diront mieux que ce que je fais moi. Et ce que je pourrais vous dire encore sur ces visions, ces matériaux sensibles, dire que c'est toujours une alchimie, hein, ce mystère-là. Que ce n'est pas seulement une question d'optique, de vision optique, hein, des yeux, c'est aussi quelque chose d'émouvant, quelque chose qui a trait aux émotions. Et qu'elles soient inconscientes ou qu'elles soient simplement issues de la vie intérieure. Il y a, je crois, beaucoup d'allégresse dans toutes ces images. Moi, c'est ce que je vois. Beaucoup d'allégresse, beaucoup de vitalité aussi, beaucoup de force. Stéphane Zweig, dans sa conférence, il disait qu'il faut toujours l'alliance du masculin et du féminin pour qu'il y ait de l'art. Mais il faut qu'il y ait le dedans et le dehors. Toujours, il disait cela. Et un vrai labeur, hein, une vraie concentration pour qu'il y ait cet artisanat qui se transforme en paysage, en beauté, en allusion. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Qu'il faut à la fois de l'ivresse et de la froideur pour se concentrer dans la production d'images. Peut-être les artistes vous en parleront mieux. Et qu'il faut de l'onirisme aussi, il faut pouvoir rêver beaucoup et faire surgir cette énergie qui est dehors et dedans. Alors voilà, vous avez un peu des mots de mon admiration pour le travail artistique, hein, mon travail de critique habituellement, qui est d'aider à mettre des mots sur ces émotions qu'on partage quand on regarde de l'art, quel qu'il soit. Vous dire que je crois qu'il y a un reflet un peu de la splendeur du monde dans les paysages de Vassilé. Et qu'il y a aussi son admiration pour le thème de la naissance. Je ne sais pas si c'est la naissance du monde ou si c'est la naissance des humains ou la naissance des émotions, je n'en sais rien, quelque chose qui croit en tout cas. Et aussi, je remarquais qu'il a certainement essayé de capter et réussi à capter une grâce angélique, des ombres, des couleurs, de la lumière. Alors, c'est avec cette sensibilité-là que je vous laisse vous promener et que je vous rends le micro pour que cette fois-ci, les artistes vous parlent de ce travail. J'utilisais technique mixte, linogravure, colographie et dans la première période j'ai touché l'extériorité, l'extérieur, le paysage. On va passer directement vers l'intérieur, donc la partie secrète et sacrée de notre cœur en utilisant des motifs de l'iconographie byzantine, mais transformé, transposé. C'est tout un travail de l'imagination, du rêve, c'est un lyrisme. Vous voyez très bien les lignes, les couleurs, donc c'est tout à fait différent. Après, la dernière étape, c'est effectivement sont les linogravures.
un petit peu abstrait, donc les visiteurs, la personne qui va regarder l'étoile va effectivement réinterpréter, va recréer l'œuvre. Donc c'est un chemin initiatique de l'extérieur vers l'intérieur, vers notre intériorité, vers notre cœur. Et dans ces gravures, la transformation totale du monde visible. Les objets de ces intérêts ont des significations spirituelles infinies. Si on remarque cette série bleutée, donc on parle des anges, on part de l'icône et on arrive à la gravure. Donc il garde quand même ces éléments. Les anges, les paysages et l'architecture traditionnelle en Transylvanie, c'est ce qui est plus percutant dans l'exposition. Ces gravures aux anges, archanges, séraphins, chérubins me font penser à plusieurs artistes. Faisons vite un exemple. C'est la grande série de dessins de Claude Weisbuch. Weisbuch, c'est un Français avec un nom allemand. Il a fait une grande série des archanges et des anges en toutes les positions. Ça m'a fait penser à ça. Ou si on pense à l'univers sombre de Odilon Redon. C'est un univers imprégné très tôt par les clairs-obscurs de la nature qui éveille un monde fantasmagorique. Ce n'est pas le cas de Basile, mais ça me fait penser à cet artiste. Donc ce monde, l'essence même de son œuvre, encore énigmatique. Donc l'artiste est mort et l'œuvre reste encore une énigme. Ces gravures aux anges me font penser aussi, vous allez ici en arrière, c'est des allusions aux icônes traditionnelles sur verre de Transylvanie. Donc me font penser aussi à Moïse Zakharovitch Chagalov. C'est un Biélorusse qui a déménagé en France. Il est très connu sous le nom de Chagall, Marc Chagall. À côté de Picasso, ça fait deux artistes les plus connus en France, des artistes modernes. C'est sûr, les styles sont différents, on ne parle pas de Picasso. Je lui souhaite qu'il devienne un deuxième Chagall à Montréal. L'œuvre en gravure de Basile me fait penser à Chagall, car sans se rattacher à une école, présente des caractéristiques de surréalisme et néoprimitivisme. Inspiré par la tradition juive, dans le cas de Chagall, un autre juif ce soir, et chrétien orthodoxe dans le cas de Basile, la vie de Shtetl. Shtetl, c'est le petit village juif. Dans son cas, c'est le petit village de Maramuresh, donc village en Europe de l'Est. Donc, répète, inspiré par la tradition et le folklore, donc, inspiré par tout ça, il élabore sa propre symbolique. Chagall aussi s'est essayé, outre la peinture sur toile, à la gravure, à la sculpture, à la poésie, à la peinture sur vitrail, émail, etc., etc. Donc je vois des liens en parallèle à la franc-maçonnerie. Influencé par Apollinaire, il semble épouser les philosophies ésotériques et élabore pour la première fois la figure de l'androgyne. Certainement, le chemin est différent et l'origine des compositions de Basile vient toujours de son éducation chrétienne orthodoxe, mais on retrouve les mêmes caractéristiques androgynes dans la représentation des anges, chérubins et séraphins, qui sont des catégories d'êtres célestes qui n'ont pas de sexe. Chagall a travaillé sur commande sur des gravures qui ont servi d'illustration pour des textes bibliques chrétiens, et ça a l'air que ça lui a beaucoup plu, car il décrit le texte sacré comme la plus grande source des poésies de tout le temps. Chanceux, Basile a suivi une formation théologique, formation qui, dans son cas, a lui ouvert l'esprit et la voie de la poésie aussi. On sait très bien qu'il a déjà publié. En respirant de la pureté de la vie rurale ancestrale, Basile montre un esprit bohème et des fois détaché de la réalité. Il exprime dans la totalité de ses œuvres un amour omniprésent et un regard bienveillant. Parce que le travail de Basile est plein de références du pays de son enfance, il sait faire partager ses sentiments par des couleurs très vives et pleines de légèreté. Il laisse une large partie à son imagination, à ses rêves, comme on voit en arrière. Même si les styles sont différents, il part de l'aquarelle, il a fait la peinture à l'huile, il a des dessins, il a touché au pastel. Il a fait de la linogravure, aquarelle. Quand il parle de technique mixte, ce n'est pas vraiment une technique, c'est vraiment plusieurs techniques ensemble. Même si les styles sont différents, et je pense qu'on pouvait caractériser son œuvre de chromatisme onirique, terme utilisé pour la première fois pour l'univers de Chagall. Donc, encore une fois, je trouve qu'il y a une ressemblance.
Je me sentais vraiment honoré d'être ici avec lui. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'était une soirée magnifique.